On va terminer dans cette vidéo la section 2C des notes de cours en discutant des règles de Feynman et de la portée de l'interaction dans le champ scalaire. Bon. Les règles de Feynman nous permettent d'écrire les amplitudes sans avoir à calculer en détail tous les termes dans la théorie des perturbations qui pourraient contribuer à une telle amplitude. Le calcul qu'on a fait dans la vidéo précédente est assez long. Il serait encore plus long s'il fallait considérer des termes d'ordre supérieur ou des processus plus complexes. Les règles nous permettent, sans trop se poser de questions, d'obtenir la bonne amplitude de manière générale. Donc, c'est une façon de démocratiser les calculs de théorie quantique des champs. Je vais illustrer les règles à l'aide d'un exemple simple, en fait le même processus qu'on a étudié lors de la vidéo précédente, du moins le premier des diagrammes qu'on a vus. Donc, voilà, quelles sont-elles? Premièrement, donc, les règles qui suivent donc, servent à calculer I fois M, M étant l'amplitude cherchée. Il faut commencer donc par identifier les états finaux et initiales. Et il faut tracer des lignes qui correspondent à ces états. Donc ici, par exemple, dans le cas de la diffusion de deux particules 1 et 2 qui donnent des particules 3 et 4, donc il faut commencer par dessiner les pattes correspondant aux états initiaux et les états finaux ici, sans rien dessiner d'autre. Ensuite, on construit les diagrammes possibles à l'ordre n de la théorie des perturbations. Ici, on est à l'ordre 2, en introduisant n vertex. Les lignes externes sont attachées à ces vertex et il y a des lignes internes qui permettent de fermer le diagramme. Et les lignes internes correspondent à des particules virtuelles. Donc ici, j'ai mis deux vertex et j'ai attaché les deux vertex par une ligne interne et j'ai relié les lignes externes de cette manière. Il y a d'autres façons de le faire, donc il faudrait construire tous les diagrammes possibles. Donc j'aurai celui-ci aussi qu'on a vu et j'aurai bien sûr cette possibilité. Donc, ces trois possibilités existent à l'ordre 2 de la théorie des perturbations. Donc, on peut avoir à un ordre donné plusieurs diagrammes. C'est important de sommer les contributions des différents diagrammes pour avoir une amplitude complète, disons. Chaque ligne comporte une certaine une quadri-impulsion, c'est-à-dire, donc on va appeler les quadri-impulsions PI pour les lignes externes, qui correspondent aux particules entrantes et sortantes, et QI pour les lignes internes. La direction des quadri-impulsions est une question de convention. Ça fait penser un peu aux lois de Kirchhoff, où on doit définir des directions pour les courants. Et après avoir résolu les équations résultant des lois de Kirchhoff, eh bien, si on a une réponse négative, c'est qu'on s'était trompé, que le courant va dans l'autre sens que la flèche indiquée, mais ce n'est pas grave. Donc ici, j'ai naturellement choisi les quantités de mouvement, enfin les quadri-impulsions P1, P2, P3, P4, comme ça, dans les directions indiquées. Et disons que j'introduis une quadri-impulsion Q pour la ligne interne vers la droite. À chaque vertex, on doit associer des facteurs numériques. Donc, un facteur moins IG et une fonction delta avec un 2π à la 4 pour conserver la quantité de mouvement, en fait la quadri-impulsion à chaque vertex. Ce sont les quadri-impulsions entrantes qu'on doit indiquer ici. Donc, s'il y en a une qui sort, il faut simplement changer le signe. Donc, c'est ce qu'on fait ici. Donc, j'ai inclus un moins IG ici à cause de ce vertex-là, un autre ici, et je mets ici 2π à la 4 fois une fonction delta de P1 moins P3 parce que P3 sort, moins Q parce que P3 sort. Ici, même chose, j'aurai la fonction delta avec P2 plus Q parce que les deux rentrent dans le vertex, moins P4 parce que P4 sort. À chaque ligne interne, on associe une certaine fonction qu'on appelle le propagateur. Et bon, ça dépend du type de particule. Ici, c'est un boson virtuel qui est une particule de spin 0, en fait. Donc, on va lui associer ce propagateur. C'est ce qu'on fait ici. On ajoute ce facteur.
associé à la ligne Q. On intègre surtout toutes les quadriimpulsions virtuelles. Donc, en fait, ici, j'ai une ligne interne, donc je vais devoir intégrer sur ça. Donc, j'ajoute l'intégrale ici et j'en profite pour mettre les autres facteurs au même endroit. Donc, j'ajoute le facteur de propagateur ici. J'ai les facteurs qui viennent des vertex avec les fonctions delta aussi qui viennent des vertex. Bon, pardon, je suis rendu ici. À la fin, on va amputer le résultat de cette loi de conservation globale de la quadriimpulsion. Et on va obtenir donc I fois M. Donc, qu'est-ce qu'on fait ici? On a cette expression. Alors, je vais intégrer sur D4Q. Je vais me servir, par exemple, de cette fonction delta pour intégrer sur D4Q. Donc, ici, bien sûr, ce sont des fonctions delta quadridimensionnelles. J'aurais pu indiquer ici delta 4 pour que ce soit un peu plus explicite. Et donc, en intégrant sur Q, c'est comme si je remplaçais Q par P1 moins P3. Ce que je vais faire, je remplace Q par P1 moins P3 ici, et ici aussi, je le remplace par P1 moins P3. Donc, j'ai cette fonction delta ici. Et on a vu dans les règles que cette contribution, je dois l'enlever. Donc, je l'enlève. Il me reste ceci au total qui est égal à IM. Donc, en fin de compte, l'amplitude elle-même est simplement donnée par ça. Et c'est ce qu'on avait déjà trouvé à l'étape précédente. Si je peux reculer, voilà, c'est ce qu'on avait ici. D'accord? On pourrait bien sûr appliquer ces règles aux autres diagrammes qu'on a considérés. On obtiendrait les réponses correctes. Généralement, cette intégrale est toujours faisable parce que j'ai toujours suffisamment de fonctions delta pour la faire sans problème quand le diagramme a la topologie d'un arbre. C'est-à-dire quand j'ai un diagramme, par exemple, de ce genre-là, ça c'est quand il n'y a pas de boucle interne, on peut montrer que j'ai toujours suffisamment de fonctions delta pour faire les intégrales. Par contre, lorsqu'il y a une boucle interne, comme ça ici, ça ici, donc ce sont des diagrammes d'un ordre supérieur, ces trois diagrammes sont des diagrammes d'ordre 4, j'ai 4 vertex, eh bien, visiblement, j'aurais ici une espèce de quadriimpulsion libre qui pourrait circuler dans la boucle sans affecter la loi de conservation globale de la quadriimpulsion. Et cette quadriimpulsion, donc, qui ne peut pas être exprimée en fonction des quadriimpulsions externes, eh bien, il faut que je l'intègre et je n'ai aucune façon de la fixer par une fonction delta qui vient des lois de conservation. Et donc, dans ce cas-là, j'ai une intégrale comme ceci, et plus souvent qu'autrement, ça pose problème. C'est-à-dire que l'intégrale va être divergente. Ce sont ces fameuses divergences dans la théorie quantique des champs qui en ont freiné le développement dès la fin des années 20, je crois. On s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas aller au-delà de l'ordre le plus bas qui est non nul. Et il a fallu attendre 1947 à peu près pour qu'on puisse trouver une façon de gérer ces divergences. Ce sont des quantités formellement infinies, donc on y reviendra un peu plus loin quand on discutera de l'électrodynamique quantique, mais c'est cette façon de résoudre ces divergences qui constitue ce qu'on appelle la renormalisation. Et c'est ça qui a valu à Feynman, Schwinger et Tomonaga le prix Nobel de 1965 pour cette découverte qui date des années 40 et qui a permis de faire des prédictions extrêmement précises en électrodynamique quantique. Donc voilà pour les règles de Feynman. On va revenir là-dessus en électrodynamique quantique un peu plus tard et dans d'autres théories aussi. Je veux simplement insister ici sur le fait que le vertex que l'on considère ici, ce fameux vertex, a toujours 3 branches, 3 pattes. Et c'est parce que l'interaction qu'on a considérée ici est une interaction en phi cube. Si on avait ajouté à cette interaction une autre interaction, ou si on en avait considéré une, par exemple, qui était en phi à la 4, alors les vertex seraient plus comme ceci, ce seraient les vertex à 4 pattes. Donc, le nombre de pattes au vertex correspond au degré
du Hamiltonien d'interaction en fonction des opérateurs de création et d'annihilation. Donc, si j'ai 4 facteurs dans chaque terme, eh bien, j'ai 4 pattes. Donc, si j'ai 4 facteurs de A ou ADAG dans le Hamiltonien d'interaction, c'est que j'ai commencé avec une théorie en phi à la 4. Voilà. Dernier sujet de cette section, le potentiel de Yukawa, on y revient. On a vu précédemment que on pouvait définir un potentiel modifié, un potentiel de Coulomb modifié avec une exponentielle ici, et que ce potentiel, appelé potentiel de Yukawa, permet de préparer certains problèmes dans la section efficace de Rutherford. Ce qu'on va montrer ici, c'est que l'interaction qu'on a définie entre des particules, en fait, entre des bosons qui sont des quantas du champ scalaire, cette interaction a une portée finie et le potentiel associé peut être, dans certaines circonstances, décrit comme celui-ci exactement. Donc, il y a 2 façons de faire ça. Dans les notes, j'ai une première méthode et une deuxième méthode. Donc, je vais passer par-dessus la première méthode, qui est intéressante en soi, mais qui n'est pas nécessaire. La deuxième est plus directe et plus simple. Alors, donc, ce champ scalaire, classiquement, on sait qu'il obéit à l'équation de Klein-Gordon. Donc, on va faire un parallèle entre l'électromagnétisme et cette théorie du champ scalaire. En électromagnétisme, j'ai le potentiel électrique qui respecte ou obéit à l'équation de Poisson, qui est une équation statique. Donc, dans les circonstances statiques, j'ai l'équation de Poisson. Ici, l'équivalent de ces circonstances statiques serait de supposer que phi ne dépend pas du temps, et j'obtiendrai, quand c est égal à 1, bien sûr, une équation comme celle-ci, avec 0 ici, si je suis en l'absence de source, mais si j'ai une certaine source de matière qui serait en fait faite des mêmes bosons, présumément, une charge concentrée à l'origine, bien j'aurais cette équation qui s'appliquerait. Donc, cette équation ressemble, sauf pour ce terme-là, et bien sûr, c'est comme l'équation de Poisson. J'ai l'équation de Poisson ici pour le potentiel électrique. Bon, la différence, c'est un signe. Ici, j'ai un signe moins. Ici, j'ai mis le même signe ici que là. Donc, c'est comme si je devais remplacer E par moins G pour passer de l'équation de Poisson à l'équation de Klein-Gordon inhomogène, ici, dans la limite statique. Bon, je connais la solution à cette équation. C'est le potentiel créé par une charge ponctuelle à l'origine, E sur 4 pi r. Et ce qu'on va montrer, c'est que justement, dans le cas du champ scalaire, la solution correspondante est celle-ci. Okay. Bon, encore une fois, j'ai remplacé E par moins G, mais la différence essentielle, c'est que j'ai un facteur exponentiel au numérateur. Quel est le sens de ce facteur? Bien sûr, ça signifie que le potentiel a une portée limitée, il décroît beaucoup plus rapidement, et sa portée est donnée par l'inverse de m. Okay. Et dans les unités naturelles, bien sûr, l'inverse d'une masse, c'est une longueur. Et voilà, c'est ce qu'on veut démontrer. Bon, pour le faire, on va simplement écrire cette équation en coordonnées, pas cette équation, pardon, celle-ci. On va l'écrire en coordonnées sphériques. Donc, j'ai besoin du Laplacien en coordonnées sphériques avec un signe moins devant, donc ça va être ça. Je vais supposer que ça ne dépend pas des angles, donc je n'ai pas les parties angulaires du Laplacien ici. J'ai une fonction phi qui, parce que l'équation est isotrope, va ne dépendre que de la coordonnée radiale. Bon, j'ai ça, plus m phi est égal à ceci. Je vais faire un changement de variable. Je vais poser u égale r phi. Donc ça, ce serait u, je multiplie par r. Donc j'aurai cette équation-ci et je vais supposer que je suis à l'extérieur de l'origine. Donc je ne suis pas à l'origine, donc j'ai 0 ici parce que la fonction delta ne s'applique pas. Bon, cette équation, elle est simple. On connaît la solution générale. C'est une combinaison d'une exponentielle croissante et une exponentielle décroissante. Les conditions aux limites ici sont qu'à l'infini, il faut que ce potentiel, enfin ce champ phi, soit nul, décroisse.
Donc, je vais laisser tomber cette partie-là. Je vais donc poser que B est égal à 0. Et il me reste cette forme pour U. Pour phi, bien sûr, ben, je dois diviser par R. Donc, j'aurai cette forme pour phi, avec une constante A que je dois déterminer. Alors, ce qui se passe dans la suite, donc à partir d'ici jusque là, c'est une façon de déterminer la constante A en intégrant l'équation de Klein-Gordon dans une petite sphère autour de l'origine, en transformant le Laplacien en une intégrale de surface, parce que le Laplacien, c'est la divergence d'un gradient, donc on peut le transformer en intégrale de surface. Et donc, quand on travaille un petit peu, on se rend compte que oui, A doit être égal simplement ici à moins G sur 4pi. Mais on peut le faire de manière encore plus simple que ça. Donc, je ne ferai pas les détails de ça. Je vais simplement argumenter ici que A ne peut pas dépendre de la masse M. Parce que la masse M a des unités, c'est une quantité dimensionnée, alors que A n'a pas d'unité. A est une constante sans unité, comme on l'a vu même pour le cas d'un champ électrique, enfin, n'a pas d'unité. A des unités de G, si vous voulez, mais enfin, A ici serait E sur 4pi, mais A ne peut pas dépendre de la masse. Donc, ça doit être la même chose quand M égale 0. Et quand M égale 0, bien sûr, je retrouve exactement l'équation du potentiel électrique, l'équation de Poisson. Donc, j'aurais normalement la même constante A que si j'étais en électrostatique. Et en électrostatique, cette constante, c'est E sur 4pi. Et ici, il faut que je change E pour moins G, donc ça ferait moins G sur 4pi. Et donc, j'ai démontré cette relation-là. Okay. Donc, résumons la physique ici. On a des particules, des bosons de spin 0, qui sont les quanta du champ scalaire. Ces quanta peuvent interagir. Ils peuvent interagir avec diverses interactions. Ici, on a supposé que c'était une interaction en phi cube. On a donc même calculé l'amplitude correspondante à certains processus. Cette interaction, elle se propage, elle est médiée par des particules virtuelles qui sont les mêmes particules qui ressentent la force. Donc ça, c'est un cas vraiment très simple. Ce n'est pas comme des électrons et des photons. Il y a juste un type de particules jusqu'à présent. Donc ce sont les mêmes particules qui subissent la force que celles qui transmettent la force. Les particules virtuelles sont de même sorte, du même type que les particules entrantes et sortantes. Et ce qui fait la portée de l'interaction, ce sont les propriétés de la particule virtuelle. Donc, ça ne dépend pas du fait qu'on ait une interaction en phi cube ou en phi 4. C'est indépendant un peu de la forme de l'interaction. Ce qui compte, ce sont les propriétés des particules virtuelles. Et ça, ça se ramène essentiellement à l'équation initiale, en l'absence d'interaction, l'équation de Klein-Gordon, sauf qu'on la modifie pour que les interactions soient représentées par la présence d'une source qui serait ici une source de particules classique, si on veut, et qu'en solutionnant cette équation-là, on trouve que le potentiel décroît exponentiellement avec une longueur caractéristique qu'on appelle la portée d'interaction, qui est 1 sur la masse de la particule scalaire. Donc ça bien sûr inspiré Yukawa. Donc je viens à l'histoire de Yukawa rapidement, on va y revenir plus tard. Il s'est dit que les forces nucléaires fortes, donc entre les protons et les neutrons, ont une portée très courte. On savait donc que leur portée était de l'ordre du rayon, même plus petit que le rayon du noyau, c'était plus de l'ordre du diamètre du proton, donc une portée de l'ordre de 1 ou 2 femtomètres. Il s'est donc dit que cette force pourrait être transportée, donc médiée, à l'instar des photons, par une particule, un boson, qui aurait une masse qui serait l'inverse de la portée. Maintenant, on peut calculer ce que vaut cette masse approximativement. Pourquoi? Comment fait-on cela? On a une... Ici, on a utilisé les unités naturelles, mais si on devait ramener tout ça en unités SI, il faudrait introduire des facteurs de conversion. Et on se souvient, j'ai dit, de ce facteur important qui est H bar C,
qui est égal à 197 mégaélectronvolts Fermi. D'accord? Donc, si on connaît la portée, on peut trouver la masse. Okay? Donc, la portée, donc la masse ici serait l'inverse de la portée. Donc, allons-y, masse du méson, le méson de Yukawa. Cette masse serait 1 sur la portée. Donc, je vais écrire la portée, je vais lui donner un symbole R0. Donc, ce serait 1 sur R0. Et R0 serait, par exemple, entre 1 et 2 femtomètres, 1 et 2 Fermi. Et donc, je vais simplement multiplier par les facteurs de H bar C qu'il faut pour obtenir une réponse dans les unités que je désire. Donc, je multiplie par ça ici. Okay. Je divise par, disons, 1 Fermi. Okay. Et j'obtiens tout simplement 197 mégaélectronvolts. Donc, à peu près 200 mégaélectronvolts. Si j'avais une portée de 2 Fermi, alors j'aurais une masse d'à peu près 100 mégaélectronvolts. Donc, Yukawa s'est dit, bon, cette particule qui transmet la force nucléaire doit avoir une masse qui est entre 100 et 200 mégaélectronvolts. Et comme de fait, quand on a découvert le muon en 1936, cette particule avait une masse à peu près, une masse de 105 mégaélectronvolts. Donc, on s'est dit, ça semble correspondre à la prédiction. Malheureusement, cette particule n'était pas ce qu'on pensait, c'était le muon. Et c'est plus tard, après la guerre, qu'on a découvert le pion qui, lui, a une masse, selon c'est un pion neutre ou un pion chargé, une masse de 135 ou 139 mégaélectronvolts. Donc, c'est pile dans le bon domaine, c'est ça, dans le bon domaine de masse. Voilà, donc merci de votre